early in the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de la semaine de votre matinale Kinkeliba. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, nous aurons en plateau le coach Tandakha, Alioune Diop en studio pour leur chronique gymnastique et archives. Nous serons également avec Alioune Badara Kane et nos deux invités, comme tous les jours dans cette matinale. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en ce jeudi 1er février sur le plateau de la matinale. L'équipe m'a rejoint en plateau. Bonjour Alioune Badara. Bonjour. La grande dame. Comment ça va ce matin? Mais ça va, ça va. Ça va, c'est le 4e de la semaine. Mais ça va, et puis bon, on commence à digérer un peu l'amère élimination. L'amère élimination, n'est-ce Voilà. pas? Bonjour coach, justement, on va avoir l'occasion de demander au coach un peu ce qu'il en pense. On ne vous a pas encore Bonjour à reçu vous. depuis. Tout va bien aujourd'hui? Oui, ça va, ça va. Bien réveillé comme d'habitude. Hein? Ah oui, comme d'habitude, si je fais ma gym, c'est mon petit déj avant de venir ici. Si je fais ma gym, je suis l'homme le plus heureux du monde. Toujours là pour nous montrer l'exemple. Et bonjour à nos invités et je laisse le soin à Alioune Badara de nous les présenter. Alors, nous avons le plaisir de recevoir deux éminents invités ce matin. On va commencer par M. Koubaka. Alors, Henri-Pierre Koubaka qui est là sur ce plateau pour partager un peu de son expertise sur l'environnement des médias. Il en est un expert, donc expert des médias et de la communication, bien sûr. Alors, avec lui, on parlera de l'impact des réseaux sociaux. C'est une nouveauté pour nous de la presse, pour tous les médias. Alors, leur impact sur le traitement de l'information, on voit qu'il y a certaines déviances, certaines manipulations, ce qui fait que les journalistes aujourd'hui sont, comme qui dirait, entre deux chaises, alors devant un dilemme cornélien. Alors, doit-on s'adapter à cette nouveauté? Donc, véritablement, donc, voilà, que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Comment faire pour que véritablement également l'éthique journalistique soit préservée? Donc, voilà autant de questions d'une brûlante actualité que nous allons développer avec notre invité, Henri-Pierre Koubaka. Et à sa suite, un panafricaniste, tout simplement. Alors, Cheikh Tidiane Diouf, qui est l'organisateur de ce grand tournoi, un tournoi fédérateur, un tournoi pour davantage booster l'intégration africaine ici au Sénégal. La dernière édition, quand même, a eu un probant succès dans notre pays. Dakar a eu l'insigne donc de l'habilité. Alors, on reviendra sur son engagement panafricain. Disons qu'il a fait longtemps la Côte d'Ivoire. Il a été quand même l'un des visages de la communauté sénégalaise établie donc dans ce pays qui est actuellement en train d'organiser donc avec brio la Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra donc sur l'impact du sport dans, disons, le fédéralisme dans le cadre un peu de l'intégration africaine et puis aussi parler du rôle qu'il a joué pour un retour définitif de la paix en Casamance, un Sérère qui s'engage auprès donc de ses cousins Diola. C'est cela le Sénégal. Donc tous les peuples en vérité sont liés, nous sommes tous frères. Et donc avec M. Diouf, on parlera un peu de son engagement, de son militantisme pour une paix définitive partout sur le continent africain. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec nos deux invités, Henri-Pierre Koubaka et Cheikh Tidiane Diouf. Effectivement, et on va beaucoup parler de sport alors ce matin, entre les informations, les médias sociaux, mais également évidemment cette Coupe d'Afrique qui continue. Bonjour Monsieur Koubaka, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Très bien merci. réveillé? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Ça va très bien toujours, merci. Plaisir de vous rencontrer. Ça fait plaisir. Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour. Content d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On va avoir l'occasion effectivement de parler de fédération autour du sport. Et d'ailleurs, on va poser la question au coach Tandakha parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion justement de vous demander depuis ce que vous avez pensé un peu de cette élimination du Sénégal et des perspectives qu'on pourra avoir pour le football sénégalais à la suite de cette Coupe d'Afrique. Ah oui, c'est vrai, les espoirs se sont évaporés sur le terrain de Yamoussoukro pour l'équipe du Sénégal. Et pourtant, une équipe du Sénégal avec vraiment une élite compétitive, une élite qui est là. Et donc, il faut maintenant essayer de gérer cette élite compétitive puisque le Sénégal a vraiment une très bonne équipe. Il y a de la qualité dans cette équipe-là. Mais malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Là, c'est vrai que ça a été amer, puisque là, avec un statut de champion d'Afrique, vous sortez en 8e de finale. Évidemment, qui aurait cru à un tel scénario pour certains puristes, par exemple, et qui disaient que ce Sénégal-là, donc c'est ce Sénégal qui va se succéder à lui-même. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Mais tout de même,
devant une équipe qui était complètement à genoux, une équipe qui a été d'ailleurs vilipendée par les populations. Je veux parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les colibés sur ces joueurs ivoiriens qui étaient presque groggy après ce match-là. Il y avait un risque du désespoir pour les Ivoiriens. Mais voilà que le football, comme on dit, c'est un sport assez cruel, c'est un sport d'erreur. Et les Ivoiriens sont revenus. Et ils sont revenus très forts. Ce match-là, ils en voulaient plus que nous, apparemment, sur le terrain, même si, c'est vrai, les joueurs ont tout donné, mais la Côte d'Ivoire était, ce jour-là, supérieure à nous. Et elle a gagné. C'est ça. Et quelles sont les suggestions que vous pourriez faire à cette équipe du Sénégal pour la suite, pour peut-être préparer la prochaine CAN qui arrive très bientôt, dans 18 mois au Maroc? Oui, mais moi, je ne parle pas de la prochaine CAN, je parle d'abord de la prochaine Coupe du Monde, puisque dans quelques 3 mois, on va affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde, puisque là, vraiment, c'est vrai, un programme chasse toujours un autre. Alors aujourd'hui, nous pensons à la Coupe du Monde 2025 qui sera organisée par le Maroc. Alors, la Coupe d'Afrique, c'est organisée par le Maroc, mais la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde 2026 déjà, le Sénégal est dans une poule, évidemment, on dira une poule de feu aussi, puisque la RD Congo est là-bas. Le Sénégal, dans cette poule B, est en ce moment premier, avec 4 points, suivi de la RD Congo. Vous avez aussi le Togo, vous avez les deux Soudans, le Sud-Soudan, et vous avez la Mauritanie, après qui ferme la marche. Mais dans tous les cas, il faudra mettre l'accent d'abord sur ces éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que ces éliminatoires vont arriver avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'avenir de Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là la question. Il faut attendre vraiment le débriefing, après le débriefing, après les rapports. Et maintenant, on va décider qu'est-ce qui va se passer. Lui-même, il va se décider. La fédération va en parler et puis on va tirer les conclusions et avancer. Mais à mon avis personnel, je vois mal le départ du coach. Je vois mal le départ du coach, d'autant plus qu'on est engagé à des compétitions. Vraiment, il faut les prendre à bras de corps, cette compétition. Je veux parler de la Coupe du Monde, d'abord. Puisque là, changer d'entraîneur, bon, je ne sais pas, dans tous les cas, il faut décider. Ça, c'est la fédération, c'est le ministère, et puis Aliou Cissé lui-même. Voilà. C'est vrai, ce sont les prochains défis, effectivement. C'est toujours un plaisir de parler de foot avec le coach, n'est-ce pas, Alioune Badara? Mais bien sûr, c'est le coach Tandakha. D'où son surnom d'ailleurs. Un surnom qu'il mérite bien, coach. Affectueusement, on l'appelle ainsi, tous ses intimes l'appellent ainsi. Parce que quand même, il a capitalisé tellement d'expérience dans le domaine sportif que sa parole fait foi. Donc c'est même parole de prophète. Donc pour nous qui sommes amateurs, quand il parle de football, quelle que soit même la discipline, il est vraiment à l'aise et c'est un plaisir pour nous. On apprend à ses côtés. Et je crois qu'il a raison aussi, on n'a pas le droit de chambouler aujourd'hui. Donc voilà, l'équipe nationale. Maintenant, il faudra aussi faire une analyse lucide et froide donc, de cette élimination du Sénégal, parce que le Sénégal a perdu sans avoir sorti tous ses atouts sur le terrain. Donc sur le plan tactique, il y a des choses à revoir. Donc dans la gestion de ces grands événements, on a comme l'impression qu'à un moment donné, je ne parle pas des joueurs, mais l'encadrement technique des Lions était tétanisé par les enjeux du match. Pourquoi cela? Alors qu'ils ont quand même capitalisé pas mal d'expérience. Je pense qu'à l'heure actuelle, Aliou Cissé, certainement, c'est l'homme qui a le plus de regrets aujourd'hui au Sénégal. Parce qu'il se dit, je sors prématurément de cette CAN et pourtant j'aurais pu peut-être essayer quelque chose, j'aurais pu tenter quelque chose. Donc je pense qu'à ce niveau aussi, on est dans le haut niveau. Dans le haut niveau, il n'y a pas d'état d'âme. Il faudrait qu'au retour de cette campagne-là, que la fédération, avec bien sûr sous la houlette du directeur technique national, s'y joue bien son rôle, que l'on puisse faire un diagnostic, voilà, pas du tout sans complaisance, sur voilà, les raisons de cette élimination du Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même, encore une fois, sur le contenu du match. Parce que les Lions, j'ai comme l'impression, quand vous voyez même certains visages de joueurs qui étaient sur le banc, ils étaient un peu meurtris parce qu'ils se disaient, on nous a pas donné toutes nos armes pour pouvoir faire face à la Côte d'Ivoire. Parce que le Sénégal, quand même, entre nous, ne peut pas se permettre donc d'attendre un adversaire en Afrique. Vous êtes
champion d'Afrique, 90 minutes durant, vous jouez recrue dans votre moitié de terrain. Pour moi, ça, sur le plan professionnel, sur le plan tactique, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, on fait face à des échéances et ça va être véritablement des défis de taille pour le Sénégal parce que la Mauritanie, on voit comment la Mauritanie aujourd'hui a franchi un nouveau cap dans sa progression. La RD Congo qui sortira certainement de cette canne gonflée à bloc parce que c'est une équipe carrément à l'agonie qui aujourd'hui revient et qui a même la possibilité d'intégrer donc le carré d'as de la CAN. Donc ça veut dire que les prochaines éliminatoires, en tout cas, seront extrêmement difficiles pour le Sénégal. Pour moi, l'avenir de cette équipe, pour moi, il est rose encore une fois, parce que l'ossature de l'équipe est composée de jeunes, Pape Matar Sarr, donc notre épine dorsale, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, voilà, Eliman Ndiaye, Pape Gueye, vraiment, ils sont encore jeunes. Ils ont beaucoup à apporter au football sénégalais et mine de rien, je les vois, s'ils ont toujours une bonne santé, touchons du bois, donc 4 à 5 cannes donc, devant eux. Alors je pense avec voilà, l'encadrement des anciens, de certains anciens qui resteront dans cette équipe, parce que pour moi, ils ont toujours leur place, que ce soit Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, voilà, Koulibaly, ils ont encore quelque chose à apporter à cette équipe nationale du Sénégal. La prochaine CAN, c'est dans moins de 2 ans, c'est pratiquement dans 18 mois. La prochaine Coupe du Monde, c'est pratiquement dans 2 ans. Ils peuvent encore faire une CAN, ils peuvent encore faire même une autre Coupe du Monde. Donc il faut garder en tout cas tout ce groupe-là, et puis maintenant revoir les failles sur le plan tactique. Pour moi, là où le Sénégal a vraiment pêché, c'est sur le plan tactique. L'approche tactique de ce match-là a été biaisée dès le départ. On n'a pas su prendre le match par le bon bout sur le plan tactique. Et c'est à ce niveau où il y a des choses à corriger. Mais ça, c'est le travail du directeur technique national. S'il reprend véritablement en main toute la plénitude plutôt de ses compétences, les compétences qui lui ont été données par la Fédération sénégalaise de football. Mais moi, je voulais ajouter, Aline, que vous avez parlé du plan tactique, le système de jeu. Et moi, je dis qu'en football, il n'y a pas un bon système de jeu ou bien une bonne tactique, les schémas tactiques. Bon, simplement parce que le football, c'est vrai, on ne peut pas faire le dessin précis du football. Le football, on ne dira jamais assez, n'est pas une science exacte. Ça, c'est vraiment une réalité. Alors, qu'est-ce qui est le bon système? Le bon système, c'est quoi? La manière dont ce système est utilisé sur le terrain. Tout dépend de l'efficacité du système sur le terrain. Mais placer un système pour dire, bon, je vais mettre un 4-4-2 ou un 4-3-3, et donc le 4-4-2, tout le monde sait que c'est l'animation des couloirs extérieurs. Alors, si ça ne marche pas à ce secteur, le système n'est pas bon. Et donc, voilà pourquoi je dis, il n'y a pas un bon système. Il y a une bonne utilisation d'un système dans le football. C'est ça, de fins observateurs en tout cas des derniers matchs. Monsieur Kouaka, vous avez suivi un petit peu cette élimination. Quel est votre regard sur ce parcours du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique? C'est d'abord le regard de quelqu'un qui ne joue pas au football. Mais je sais que pour avoir suivi assez de football, je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête des footballeurs qui sont sur le terrain. Ça fait mal, pas seulement pour les Sénégalais, mais aussi pour ceux qui supportent. Des gens qui ne sont pas sénégalais et qui ont supporté le Sénégal. Donc ça fait excessivement mal. Mais je pense qu'il faut, c'est un peu contradictoire, mais il faut quand même féliciter l'encadrement technique, féliciter les joueurs et se remettre au travail. Ils nous ont apporté beaucoup de joie. Quand ils ont gagné, d'autres équipes n'étaient pas très contentes. Aujourd'hui, bon, c'est nous qui sommes dans le creux de la vague. C'est le sport, comme l'a dit le coach. Mais il va falloir d'abord les féliciter, les encourager, et vraiment se remettre au travail. Parce qu'il n'y a que ça en matière de sport, il n'y a que ça, c'est le haut niveau, comme disait Alioune Badara. Et pour le haut niveau, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Et ce sont des éliminations directes. On gagne ou on va à la maison. Bon, nous sommes rentrés, il faut se remettre au travail. Vous avez raison, je pense. Monsieur Diouf, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de toutes ces actualités? Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. D'abord en tant que Sénégalais, et puis en tant qu'Africain, panafricaniste, voilà. Donc j'ai beaucoup adoré, mais ça nous a donné beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de regrets. Voilà. C'est vrai que, comment dirais-je, le meilleur système c'est quoi? C'est de gagner. Il faut gagner seulement. On va beaucoup parler des systèmes, mais le meilleur système, c'est de gagner.
Voilà, c'est ça je peux dire. Au moins la formule est simple. On retient. Ouais, Alors on va ça. passer d'ailleurs à la chronique gym avec le coach. Vous allez nous parler ce matin de, vous m'avez dit, de musculation isotonique, c'est ça? Oui, c'est vrai, ce sera la musculation isotonique. Alors, c'est vrai, la musculation isotonique, quand on parle de musculation isotonique, c'est une musculation qui se fait sans charge. Et donc, il n'y a pas de charge additionnelle, ça se fait avec le poids du corps, uniquement le poids du corps. Et là, c'est vraiment une plus-value pour la musculation généralisée. C'est-à-dire, je veux parler de la PPG, la préparation physique généralisée. Il est bon d'introduire, quand il faut préparer une saison, cette musculation qu'on appelle la musculation isométrique. Donc, sans poids ni haltère. D'accord. Et comment est-ce qu'on passe à cette musculation isotonique, justement? Alors, sans les poids, sans les haltères. Donc, c'est plus facile à la maison, par exemple? On n'a pas besoin de matériel. Par exemple, la musculation de maison, ce qu'on appelle la gym de maison. Et donc, cette gym de maison, c'est vrai que quand vous n'avez ni poids ni les haltères, vous avez une chose, votre poids de corps. Alors, le poids de corps qui va faire la chose, mais là, vous avez le régime de toutes les tensions musculaires, mais vous avez aussi les tensions, que ce soit concentriques ou excentriques. C'est donc comme ça. Donc, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a que le poids du corps qui peut faire la différence dans un exercice comme celui-là. Alors, pour en savoir plus un peu, nous allons d'abord dire au coach Bou, nous allons lui souhaiter un prompt rétablissement. C'est vrai que nous ne l'avons pas cette semaine, il était malade, mais lundi, Inch'Allah, il sera bien là. Alors, un coach peut en cacher un autre. Alors ça, c'est le coach Do, à qui nous avons rendu visite là-bas, dans son fief de Rufisque. Alors, écoutez ce qu'il a dit sur la musculation isométrique. On l'écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà en ce jeudi pour vous présenter notre thème du jour. Alors, avant tout, je fais un coucou à Coach Tandakha qui est sur le plateau et toute l'équipe Kinkeliba. Je salue aussi les téléspectateurs de la RTS. Alors, pour aujourd'hui, on a pour thème l'entraînement isométrique. Avec l'entraînement isométrique, les muscles sollicités ne changent pas de longueur ou bien ils restent sous une tension permanente et que l'amplitude des muscles ne change pas. Alors, avec l'entraînement isométrique, vous allez voir, on va travailler avec le poids du corps et on va permettre aux gens qui sont sérieux et qui n'ont pas de matériel de faire ces exercices. C'est très bon, ça va renforcer, les muscles, mais aussi c'est bon pour la résistance musculaire. Alors, on vous donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations d'exercices qu'on va proposer et merci, restez connectés. Ok, parce que vous avez écrit isotonique. De retour en plateau, merci au coach Do qui remplace alors le coach Bou ce matin pour nous avoir montré tous ces exercices, donc des exemples de musculation isométrique, c'est-à-dire qu'on les fait sans poids, sans haltère. Alors, au-delà des poids, quelle est la différence avec l'autre musculation qui se fait avec les poids et les haltères justement? Oui, c'est vrai que quand on parle de isotonique, c'est-à-dire avec des poids et haltères, là vous avez la barre olympique par exemple, vous pouvez avoir des disques, la poulie vis-à-vis. Alors ce n'est ni... parce que ça se fait avec du matériel, mais du matériel ultra léger, par exemple, si vous avez la corde, si vous avez l'élastibande. Alors ça, ce sont des matos qui, en tout cas, ne sont ni des disques, ni les poids et les haltères. Alors donc, c'est ce qu'on appelle le travail hybride. Hybride, d'accord. Et quels sont les avantages finalement de cette musculation isométrique? Avantage, d'abord, je disais tout à l'heure que c'est vraiment une plus-value pour la PPG. Donc, que ce soit les sportifs amateurs ou les sportifs de haut niveau, l'objectif est le même. Hein. Là, il n'y a aucune différence. Donc, il faut y aller. Seulement, ça va vous renforcer votre système cardio-respiratoire et votre système cardiovasculaire. Ça, c'est la musculation isométrique. Alors, vous avez aussi autre chose sur le plan de la motricité. Vous avez une coordination entre l'esprit et les muscles. Ça aussi, c'est une autre très bonne chose.
Ensuite, vous avez le retour veineux que tous les sportifs cherchent. Si vous avez un bon retour veineux, mais déjà quelque chose, c'est quelque chose de gagné. Alors, je crois que ça, c'est les choses principales qu'il faut donc noter en ce qui concerne les avantages. Alors, c'est vrai que la musculation aussi, ce sera une musculation naturelle que vous aurez. Et donc, vous aurez aussi un bon design corporel, comme le disent souvent les myologistes. Alors, vous travaillez la musculation isométrique, mais là, ça vous donne encore un plus. C'est vrai que la musculation isotonique, surtout, c'est vrai que pour les sportifs, que ce soit les amateurs ou les professionnels, mais surtout, c'est du côté des bodybuilders. Alors là, c'est encore hyper musclé, mais je dis encore une fois qu'en ce qui concerne la gymnastique, la musculation isométrique, alors je dis qu'encore une fois, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Voilà. Et quelles sont vos recommandations, par exemple, dans une semaine où on a 4 séances? Est-ce qu'on en ferait une avec une isométrique sans poids et 3 avec les poids, ou comment ça se passe? Oui, mais c'est toujours recommandé. Il faut alterner. Il faut alterner. C'est pourquoi on demande souvent aux entraîneurs, que ce soit le football, le basket, le hand, toutes les disciplines, de varier souvent, d'introduire dans les programmes des musculations comme celle-là, la musculation isométrique. Donc ça, c'est une plus-value aussi. Parce que j'ai dit au début, vous avez ce qu'on appelle dans le travail, vous savez, le macro et le micro. Le macro et le micro. Mais là, dans le macro, vous pouvez introduire la gymnastique, disons, l'entraînement isométrique. Ça, c'est toujours une plus, ça vous apporte un plus, voyez-vous. Donc, il faut changer un tout petit peu, des fois, laisser les poids et haltères là-bas et programmer un jour dans l'entraînement, par exemple une fois par semaine, par exemple, ou 2 fois par semaine, faire cette musculation qu'on appelle la musculation isométrique. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Décidément, le coach est mi-coach, mi-professeur, parce que là, on apprend de nouvelles notions de vocabulaire dans le sport. Alioune Badara, tu le savais, tu connaissais la différence entre isotonie et des fois, je me dis même qu'on pourrait peut-être lui trouver un poste de vacataire, ou bien à la fac de médecine. Hein? Ah oui. C'est un bon physiologiste, hein, le coach. Il y a beaucoup de notions à retenir. Il connaît le corps humain, quoi. Effectivement, il ne faut pas hésiter d'ailleurs. Quand dans votre pratique sportive, vous variez un petit peu les exercices, monsieur Kourouka? Ça dépend de l'humeur, ça dépend du temps, ça dépend de l'emploi du temps. Et je pense qu'avec des coachs, c'est un peu ça leur grand défi, quand ils ont des gens comme nous qui ont des habitudes difficiles à lâcher. Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir un coach et d'écouter, parce que nous nous faisons souvent mal, parce que nous n'appliquons pas les choses dans les règles de l'art. Donc avoir un coach pareil qui vous dit voici par où passer, voici comment faire, je pense que c'est extraordinaire. Effectivement, c'est vraiment un plus, et c'est vrai que ça change de la pratique en solo quand on va à la salle ou à la maison, ou parfois avec des vidéos. Bon, ça peut aider aussi, mais c'est vrai qu'avec un coach, ça fait la différence. C'est pour ça qu'on est reconnaissant d'avoir le coach Tandakha avec nous. Monsieur Diouf, vous connaissez déjà la différence entre la musculation isotonique, isométrique? On en apprend tous les jours. Hein? Bon, scientifiquement parlant, non, pas du tout. Mais moi, j'aime la marche, je marche beaucoup. Bon, j'aimerais bien sûr aller dans les salles de sport. Bon, mais la plupart, les Sénégalais veulent beaucoup partir là-bas, mais c'est un peu coûteux. Ils n'ont pas les moyens d'y aller. Ça coûte un peu cher. Voilà. Mais scientifiquement parlant, je ne connais pas la différence. Ah ben voilà. Bon, on a appliqué. Mais je vois j'apprends même. Je dis que pourquoi pas la marche. La marche, c'est un beau sport. Merci. Donc un sport assez efficace. C'est vrai, souvent négligé, parce qu'on me dit, bon, je marche. Mais là, c'est vrai que quand vous marchez bien, c'est-à-dire qu'Alioune a l'habitude de dire... Pas à part de sénateur. Hein? Voilà, donc marchez à pas de sénateur. Voilà, à pas cadencer, quoi. Mais quand même, pas cadencer, une allure assez martiale. Voilà. Et donc, vous allongez le pas. Et là, vous sentirez, en tout cas à l'arrivée, que le cœur vraiment a travaillé. Et dès que vous sentez le cœur bouger, vous amenez votre fréquence cardiaque, par exemple, de 90, 80, vous l'amenez à 100, 120 pulsations ou même 140 pulsations. Mais déjà, dites-vous que vous êtes en train de gagner beaucoup de choses au niveau de l'organisme.
C'est pourquoi moi je dis, j'encourage les gens qui marchent. Alors donc 2000 pas par jour, ça suffit largement. Ça suffit largement pour vous maintenir en très bonne santé. C'est pourquoi moi je dis la marche, moi je suis preneur, hein, la marche, si vous n'avez pas le temps de faire beaucoup de sport dans les salles de musculation ou dans les milieux ouverts, mais si vous avez la possibilité de marcher, parce qu'il y en a qui n'ont pas la possibilité de marcher, il y en a. Mais si vous marchez régulièrement, 2000, 1500 pas par jour minimum, mais déjà c'est joué, hein. Absolument. Mais vous faites tomber un mythe, hein, parce qu'effectivement, en ce moment, ce qui est à la mode, c'est de dire qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir aussi des coachs qui nous disent non, alors on ne peut pas aller jusqu'à 10 000 pas par jour. 2 000, c'est déjà suffisant. C'est vrai que si on le fait déjà tous les jours, je pense que c'est un très bon conseil que vous partagez là aussi. Tout à fait, c'est Tout à fait, bon, c'est important. Alors, on va passer à la première partie de la chronique invitée. Ce sera tout de suite après ceci. Avec notre premier invité, Alioune Badara Kane. Notre premier invité, M. Henri-Pierre Koubaka. Hein? J'aime bien son nom de famille, hein? Koubaka. Hein? Ça sonne vraiment bantou africain. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver donc sur ce plateau pour parler avec nous un peu voilà, des réseaux sociaux et de leur impact, hein? Peut-être négatif, mais qui pourrait être également positif, hein? Sur un peu les médias classiques, hein? À un moment donné, qui se sentent un peu menacés, donc on parle même peut-être de leur extinction prochaine. Est-ce le cas? Alors, c'est donc véritablement une question d'une brûlante actualité. Alors, aujourd'hui, M. Koubaka, quels sont les enjeux liés à cet avènement, à cette montée en puissance des réseaux sociaux par rapport pour les médias classiques? Est-ce que les médias sont en voie d'extinction? Est-ce qu'ils sont réellement menacés? Qu'est-ce qui change dans leur approche du traitement de l'information classique? Oui, merci. Extinction, je ne le pense pas. Okay. Par exemple, si nous revisitons l'histoire, lorsque la télévision est arrivée, certains disaient c'est la fin de la radio. Oui. Et en fait, quand on voyage en Afrique, on se rend compte que la radio est beaucoup plus populaire. C'est dangereux pour moi de le dire sur un plateau de télévision. C'est la vérité. Mais c'est la réalité. C'est la vérité. Hein? Surtout dans nos communautés rurales, c'est la radio qui fonctionne beaucoup plus que la télé ou que la presse écrite. Donc, extinction, je ne pense pas. Mais je pense plutôt qu'il va falloir collaborer, il va falloir intégrer. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est comment intégrer différentes dimensions pour que les choses puissent avancer. Mais extinction, ce serait un mot bien trop fort alors. Oui, mais c'est une question qui est sur la table. Oui. C'est une question qui est sur la table depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de discussions autour. Est-ce qu'il y a même une question de réinvention? Bon, certains d'entre nous n'aiment pas ce mot-là parce que, bon, nous sommes formés classiques, dits traditionnels, médias, etc. Mais la question est sur la table, des chercheurs sont là-dessus. Et les gens se posent la question, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui beaucoup plus opportun de parler de réinvention, de collaboration, de réajustement, mais pas nécessairement d'antinomie, pas nécessairement de, bon, l'autre va prendre le dessus sur l'un. Mais dans cette collaboration, est-ce que la presse classique ne va pas y laisser des plumes? Quand on sait quand même qu'il y a des codes à respecter dans le traitement de l'information. Là, il est question d'aller maintenant beaucoup plus vite. Hein, la recherche du buzz, voilà, du scoop avec les réseaux sociaux, à telle enseigne que finalement, ça biaise même les règles fondamentales, en tout cas qui régissent ce noble métier qu'est le journalisme. Je vois que vous êtes quelqu'un du terrain. Vous posez les questions que nous avons dans nos rédactions. Oui. Est-ce que la presse, est-ce que les médias dits traditionnels ne vont pas y laisser des plumes? Tout le monde y laissera des plumes. Une fois qu'il y a contact, je pense que coach peut le dire, dès qu'il y a contact, dès qu'il y a friction, on perd quelque chose. Mais moi, je suis avec beaucoup d'autres dans la tendance, qu'est-ce qu'on y gagne? Effectivement, il y a des règles en journalisme, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, il y a une méthode de faire. Mais nous ne sommes pas dans une science où c'est carré, c'est comme ça, on ne touche plus, c'est comme ça, basta. Même la définition du journalisme aujourd'hui a changé. La définition du journaliste a changé. Ce n'est pas parce qu'on sort forcément d'une école de formation de journaliste qu'on est journaliste. Il y a des journalistes, de grands journalistes dans ce monde qui n'ont fait aucune école de journalisme et qui pourtant sont des références. Et donc,
les réseaux sociaux viennent bousculer beaucoup de choses. Et c'est à nous, les classiques, les dits traditionnels, de revoir les choses et de se dire qu'est-ce que nous pouvons sortir de cette situation-là pour justement aller vers un traitement de l'information qui est toujours plus juste, toujours plus correct et qui apporte quelque chose aux gens. Alors concrètement, là, dans ce cas précis, comment les médias classiques pourraient-ils s'adapter à cette nouvelle donne? Je ne citerai pas de nom par peur de me faire taxer de propagandiste ou de publicité, mais il y a dans le monde, il y a des journaux, par exemple, il y a la presse écrite, qui a réussi à intégrer les réseaux sociaux dans la distribution de l'information. Par exemple, on va voir la rédaction presse écrite concrètement, puisque vous m'avez dit concrètement, la rédaction presse écrite va dire « voici la une ». Voici nos unes, voici nos titres, voici les articles, voici les chroniques, voici tout ce que nous faisons, 10 pages, 20 pages, voici le journal. Maintenant, il y a une rédaction numérique qui va s'asseoir et dire, bon, de tout ce dossier-là, nous allons réécrire les choses, nous allons réécrire les titres. Parce que écrire pour le digital, ce n'est pas écrire pour la presse écrite. Il faut l'adapter. Je vois, vous prenez des notes, etc. Écrire pour la télévision, ce n'est pas écrire pour la radio. Nous sommes du milieu, nous savons très bien comment ça fonctionne. Donc, c'est une question de réécrire ce qui a déjà été fait. Et ça permet non seulement de représenter les choses de manière différente, mais il y a cet aspect de marketing aussi. Parce que ça permet à un journal de s'ouvrir à d'autres personnes qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Nous aimons bien le matin nous réveiller, démarrer notre réseau social, si le mot existe, et de dire, ah tiens, voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà rapidement, bon ça, j'ai pas le temps de voir ça, etc. Mais ça, c'est une réécriture numérique. Et donc, concrètement, comment faire? Il faudrait d'abord que nous nous remettions à repenser l'écriture journalistique pour un média, pour les réseaux sociaux. Et donc, reprendre ce qui est fait et le représenter de manière courte, mais alors là, efficace, et de pouvoir inviter les gens à dire, si vous voulez davantage d'informations, appuyez sur ce lien, ou bien allez faire ceci, etc. Mais je pense qu'il y a une question de réécriture. Donc finalement, au lieu d'en avoir peur, il faut au contraire accueillir les réseaux sociaux comme étant une aubaine pour les médias classiques. Quand on voit que maintenant, dans tous les médias classiques aujourd'hui du monde, on peut prendre l'exemple du Sénégal, notre maison, la RTS, tout le monde maintenant se dote d'une structure digitale. Si on s'appuie sur la récente couverture de la présente couverture de la Coupe d'Afrique des Nations, du côté de Yaoundé, il n'y a pas que des journalistes télé ou radio qui sont présents pour le compte de la RTS, mais il y a également des équipes du service digital qui ont été envoyées par la RTS, et je pense que ça devient une habitude maintenant. Je crois que les médias maintenant commencent à comprendre que voilà, il peut s'agir là plutôt d'une concurrence, mais bien d'une aubaine, d'un plus. Oui, personnellement, je n'ai pas peur des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des dérives. Il y a des dérives dans tout. Même dans notre métier de journaliste, il y a des dérives. Il y a des dérives partout. Mais je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, je les enseigne, je les pratique, donc je ne peux pas en avoir peur. Et je pense que le numérique arrive comme un outil. C'est un outil supplémentaire. Et si nous arrivons à bien négocier cet outil-là, si nous nous formons assez, s'il y a des mises à jour, si nous acceptons, si nous acceptons le défi et de nous dire, bon, c'est vrai, j'ai été formé de telle manière, mais aujourd'hui, le monde a évolué. On ne peut pas arrêter le développement technologique. Les algorithmes sont beaucoup plus puissants que nous, même si ce sont les hommes qui ont créé les algorithmes. Et donc, il va falloir apprendre tout ça, se former, intégrer tout ça et voir maintenant ce qu'on peut en tirer. Je sais qu'en ce moment, il y a eu un grand débat sur la protection de la vie privée, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Il faut maintenant pousser la réflexion et voir comment nous réutilisons tout cela, parce que c'est un exercice d'information, c'est un exercice de démocratie. Et je pense que pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très positif si on les utilise correctement. Alors, quand vous parlez de pousser la réflexion, donc là, il est question de légiférer à nouveau, de revoir nos vieilles législations régissant le secteur de la presse. Partout dans tous les pays qui se respectent, il y a un code de la presse. Il y en a il y a des codes qu'il faudrait, selon moi, un peu dépoussiérer pour intégrer cette nouvelle donne que constituent les réseaux sociaux. Parce qu'on a aujourd'hui de nouveaux types de journalisme plutôt. Oui, et même le journalisme citoyen est même dépassé, parce qu'il y a quelques années, on parlait beaucoup de journalisme citoyen, c'est-à-dire des citoyens qui font eux-mêmes du journalisme, qui sont indépendants, qui sont des freelances. Mais même ce journalisme-là, aujourd'hui, est dépassé. Et donc, vous avez parfaitement raison.
à réalité nouvelle, il faut de nouveaux codes, il faut de nouvelles lois, il faut de nouvelles choses, il faut réécrire. Il faut aussi que les spécialistes du droit de l'information puissent aussi réfléchir sur ces questions-là. Et je pense qu'au Sénégal, le débat est là. Il nous faut juste aller un peu plus loin et prendre nos responsabilités et codifier les choses et se rendre compte que, bon, il y a le numérique aujourd'hui, il est là, il s'est implanté. Nos empreintes numériques sont extraordinaires. Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas se cacher et se dire, la réalité est là et pousser la réflexion. Je pense que les universitaires peuvent nous aider, les avocats, etc. Donc, vous avez parfaitement raison. Ouais. Il est question de réécrire tout ce qui est droit, loi, etc. Et partout en Afrique, on voit des décideurs qui expriment leur crainte face à cette montée en puissance un peu des réseaux sociaux. Souvent, dans leur discours, la problématique des réseaux sociaux, elle est présente. Mais il faudra s'y faire, comme vous l'avez dit, c'est une révolution qui est inéluctable, qui est là. Je pense qu'on a même dépassé la phase de la révolution. C'est une réalité aujourd'hui de tous les instants pour tous ces pays africains-là. Alors je pense que l'approche coercitive ne serait pas du tout la bonne. Non. Il faut une approche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus inclusive. Sinon, nous allons être dépassés. Oui. Parce que la technologie ne nous attend pas. D'autant plus que les GAFAM ne sont pas ici en Afrique. Justement, parce que la question que vous posez sur la réécriture des codes, c'est la même question que nous nous posons sur l'appartenance ou l'appropriation de tout ce qui est canal de communication, tout ce qui est satellite, tout ce qui est fréquence. Nous, en Afrique, nous sommes des consommateurs. Nous n'avons pas inventé ces canaux-là. C'est ça. Et donc, il faut que dans nos systèmes d'éducation, qu'on arrive à pousser les enfants, les jeunes, à commencer à réfléchir en tant qu'inventeurs, réinventer ce que nous disons Internet, ce que nous contrôlons de chez nous. Parce qu'Internet au Sénégal, je ne nommerai personne, mais il suffit qu'il y ait une structure qui ferme le robinet, nous n'avons plus Internet. Et ce robinet-là ne nous appartient pas. Nous sommes juste des consommateurs. Alors que l'information aujourd'hui a créé des consommateurs qui sont des producteurs. La personne qui reçoit l'information produit aussi grâce aux réseaux sociaux. Parce que dès qu'on a un Android, un petit logiciel, on a accès à Internet, on crée de l'information, on distribue très vite, c'est viral en grand nombre. Donc, si nous refusons cette réalité-là, si nous ne l'analysons pas correctement, nous allons nous faire larguer, excusez-moi l'expression, et nous allons disparaître de la scène de l'information. Exactement. Laura ? Oui, j'avais une question par rapport à la formation. Vous parliez tout à l'heure de formation dans votre cas. Comment aujourd'hui sont intégrées peut-être les techniques d'utilisation des réseaux sociaux pour faire de l'information dans les écoles de journalisme notamment ? Est-ce que ça a une grande place ? En Afrique, c'est encore très timide. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est encore très timide en Afrique. Et vous mettez le doigt sur un grand défi, sur un grand problème en ce moment. D'abord, il faut que le corps professoral lui-même soit formé. Il faut cela. Il faut aussi que dans la conception des programmes, que les gens puissent aussi comprendre que la génération qui est là, qui est en train d'être formée, que cette génération-là vit les réseaux sociaux. Si nous ne parlons pas le langage des jeunes, nous ne pourrons jamais les former. Et donc, pour répondre à votre question de manière très courte, il y a toute une remise en question de ce qui se passe aujourd'hui, comment parler le langage des jeunes, comment nous-mêmes, vieux de la vieille, comment nous-mêmes nous remettons en question, comment nous apprenons de nos apprenants. Aujourd'hui, vous entrez dans une classe, j'essaie de faire le petit malin. Où est le câble HDMI? Les étudiants rigolent. Monsieur, c'est dépassé ça. Et rapidement, il me connecte à l'écran et c'est fait. Donc, il y a un langage que nous devons apprendre si nous voulons vraiment coller à la réalité. Mais c'est encore très timide en Afrique. C'est normal parce que nous avons des problèmes de débit d'Internet, de stabilité d'Internet. Nous avons des problèmes de stabilité d'électricité en Afrique. Et donc, ce que nous enseignons il y a 20 ans, il va falloir revoir tout ça. C'est une invite là qui est faite à toutes les écoles de formation. Mais quand même, je salue certaines d'entre elles qui sont vraiment en phase avec un peu cette mutation que connaît le monde des médias. Je peux parler par exemple du CESTI où depuis quand même un certain temps, le digital est au cœur même de la formation avec son nouveau directeur, M. Mamadou Ndiaye, que je salue au passage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de nouveaux types de journalistes. Nous, les anciens un peu du CESTI, nous sommes maintenant largués, comme vous l'avez dit.
là. On donne l'impression de sortir à peine de nos cavernes là. Comme quoi, c'est vraiment une vraie révolution qui chamboule tout l'environnement donc de la presse. Merci beaucoup, M. Koubaka, pour ces éclairages. Hein. Je rappelle qu'il a fait quand même pas mal de pays africains donc pour y distiller des sessions de formation pour les journalistes, nos confrères et consoeurs donc du continent. C'est un sujet qu'il maîtrise fort bien. Et dans la deuxième partie, on reviendra sur ses dernières recommandations sur comment donc s'adapter à cette nouvelle donne que représentent donc les réseaux sociaux pour un journalisme éthique toujours. Voilà, sur le continent africain, on en a bien besoin quand on sait que beaucoup de conflits ont eu lieu à la suite véritablement d'un mauvais traitement de l'information. Et nous avons cette responsabilité parce que c'est une responsabilité véritablement fondamentale ô combien sacrée pour la paix sur le continent. Donc restez avec nous et tout cela dans la deuxième partie, M. Koubaka. Tout à fait, on aura l'occasion d'y revenir. Parce qu'on peut aller du côté de Yamoussoukro. On va aller du côté de Yamoussoukro, effectivement. On va retrouver Sarah et Anta qui sont à Yamoussoukro pour la capsule Cannes. Et c'est tout de suite. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique dans les rues de Yakro. La fièvre est retombée après la belle victoire des éléphants, victoire qui les qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a tout juste quelques heures de cela, eh bien ces rues étaient bondées de monde, bondées d'Ivoiriens contents, heureux et fiers de leur équipe. Il y avait une ambiance extraordinaire et pour démarrer justement, je vous propose de regarder ces quelques images. Nous, on reste la bête noire du Sénégal, quel que soit Alpha. En quittant Abidjan, on savait qu'on allait rentrer avec la victoire. Parce qu'on croit toujours aux éléphants. Nous, on fait Côte d'Ivoire. Tu veux ou tu veux pas, la France fait la Côte d'Ivoire. La compétition s'arrête malheureusement ici pour les champions d'Afrique en titre. On avait beaucoup d'ambition dans cette compétition. On aurait voulu faire le doublé. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est la loi du foot, elle est parfois dure et cruelle, mais nous reviendrons beaucoup plus fort. Les Lions ont donc quitté Yamoussoukro à bord d'un avion Air Sénégal. Nos équipes étaient à l'aéroport. Nous avons pu filmer quelques images pour vous. Regardez. Et à l'aéroport, le capitaine Khalidou Koulibaly et Crépin Diatta, qui a fait une compétition exceptionnelle, se sont exprimés. Ils sont revenus sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Des messages importants que je vous propose de suivre maintenant. On savait qu'on voulait aller jusqu'au bout de cette compétition-là. On avait vraiment les armes et l'effectif pour aller décrocher ce second titre. Mais voilà, le football, on a décidé ainsi. Le match, la physionomie du match, on a décidé ainsi. On a perdu au tir au but, mais je pense que voilà, on peut rentrer la tête haute. C'est une déception, elle est difficile à accepter, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du football. Voilà, hier, les dieux du football n'ont pas été avec nous. Voilà, on a essayé de faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir se qualifier parce qu'on avait à cœur d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais voilà, Dieu en a décidé autrement. Maintenant, on va rentrer, mais je pense qu'il faut qu'on garde la tête sur les épaules parce qu'il ne faut pas qu'on se dise que voilà, on a perdu hier, que c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui sont trop bonnes. Et il y a des choses aussi qui n'ont pas marché. Maintenant, c'est à nous de corriger cela. Et je pense qu'avec ce groupe, il y a moyen de continuer sur la... L'art et la culture africaine est en mouvement à travers le monde. Il était important pour nous de nous associer à ce grand événement qu'est le football pour pouvoir apporter
une touche artisanale à cette compétition sportive. La première édition a eu lieu au Cameroun, à Yaoundé, à la CAN passée. Et à la 34e édition, nous avons pensé qu'en tant qu'Ivoiriens, il fallait regrouper tous les artisans de ces pays qui participent à la CAN là et au-delà pour pouvoir donner une touche, une autre couleur à la CAN que nous avons nommée la CAN de l'hospitalité. Voilà Sarah, c'était tout pour ce soir. J'ai profité de la fin de ma soirée avec un bon café. Bisous à l'équipe de Kinkeliba de ce matin. L'échec est difficile à endosser, mais nous reviendrons beaucoup plus fort parce que dans cette équipe, il y a encore du talent et de la qualité et surtout des jeunes pétris de talent. Et ça, tout le monde le sait. Il faut juste que nous puissions analyser les raisons de cet échec et revenir encore et beaucoup plus fort. D'ailleurs, la CAN au Maroc, c'est justement dans quelques mois, moins de 2 ans, précisément en 2025. Eh bien, merci d'avoir suivi cette chronique ce matin. J'ai retrouvé dans les rues, et malgré l'heure, un vendeur de café, un pouce-pouce, un peu comme chez nous. C'est combien le café? C'est Toplé, c'est 100 francs, Lipton, 100 francs, l'escalier, 100 francs. Avec du lait, combien? Du lait. Si je mets du lait, tu me donnes un combien? Bon, je vais prendre mon café alors. Du thé. Fais-moi du thé. Il faut parler peu. Nabada? Ah ah, c'est ça que je veux? Nabada? Ah, Sofada, mais c'est lui. Nénémana. Longortonton. Mais il y a le Lipton. So noir, so débé, so chapa nay. Citron, non? Naka défaite bi? Ah, non, en tout cas, maintenant, vraiment. Mais Sénégalais, Ivoiriens, les poulains beaucoup en fait. Mais en tout cas. Yo finga dek. Fila judo, fila dek. Ah oui? Voici ma carte d'identité. Je suis sénégalais. Je suis né en 91. Pape Ousmane Sey. Ça fait mal. J'étais au maillot de Côte d'Ivoire, hein, sincèrement. Aujourd'hui, j'étais au maillot de Côte d'Ivoire. Peut-être mon accent ne donne pas ça. En vrai, je ne vais pas parler en Wolof. Mon accent ne donne pas ça. Je suis né ici, je suis né en Côte d'Ivoire. Tu es déjà allé au Sénégal ou? Oui, je suis allé au Sénégal plusieurs fois, mais que je fais juste 3 mois. Vu que je travaille ici déjà, je fais juste 2 mois, 3 mois, juste mes congés et puis je rentre à la maison. Et là, tu viens acheter ton café ici, c'est ça? Oui, juste mon café et puis je rentre à la maison. Voilà. Là, tu as les habitudes des Sénégalais, hein? Et achète le café. Il faut un café avant de dormir, en fait. C'est vrai. Voilà. Un petit message pour le Sénégal et même les joueurs. Non, en fait, du courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage. C'est rien. La Côte d'Ivoire avait quelque chose à je sais pas, à prouver. Voilà. Le Sénégal avait tout à perdre. Il fallait juste qu'on prouve, nous aussi, de notre côté. Mais ça n'a pas allé, ça n'a pas été. On reconnaît du début du match jusqu'à la fin, ça n'a pas été comme les autres matchs, en fait. Donc, tout le monde s'attendait à ça. On était au terrain, on a supporté, voilà. Mais c'est bon, c'est pas grave. C'est bon. On va se préparer, on va mieux se préparer pour la CAN prochaine. Djadje Fate, Sénégal Rec. Yeah. Mon frère, fais-moi un café, allez dormir. Merci d'avoir regardé cette chronique. On se retrouve demain avec le même plaisir. C'est pas du Kinkeliba, mais c'est tout aussi bon. Très belle journée à Dakar et à demain. Merci, au revoir. Merci Sarah, merci Anta pour cette capsule CAN 7h27. On va passer à la chronique archive avec Alioune Diop en studio. Bonjour Alioune, de quoi on va parler aujourd'hui? Kinkeliba, bien sûr, je n'oublie pas les invités qui sont sur le plateau. Aujourd'hui, on va parler dans Archives de musique, une chanson culte qui a même servi d'hymne aux altermondialistes. Il s'agit d'anciens combattants de Zao, Casimir Zoba. Zao, donc il y a 40 ans, sortait officiellement chez Mélodie la chanson Ancien combattant qui lui avait valu le prix Découverte RFI. Il avait gagné le prix Découverte RFI 2 ans auparavant.
donc en 82, et 2 ans plus tard, la chanson a été éditée par Mélodie, comme je vous l'ai dit, pour une sortie officielle. Donc ça fait 40 ans que Zao, à travers cette chanson, sillonnait le monde. Il jouait beaucoup, ici même à Dakar. On l'avait vu à l'Institut français, à l'époque, Centre culturel français. Je ne cesse de le dire, ce jour-là, j'ai vu des musiciens qui maîtrisaient leur instrument tellement ils tapaient fort, comme je dis. Il avait de bons musiciens, Zao. En dehors de l'humour, il y avait vraiment une valeur artistique dans le spectacle de Zao. On l'a vu ici à Dakar. Et il était aussi à Dakar pour faire du cinéma. Zao a une carrière cinématographique. Il a joué dans Camp de Thiaroye avec Ibrahima Sané, ancien directeur de la radio nationale, Camp de Thiaroye de Sembène Ousmane. Donc Zao a sillonné le monde avec cette chanson Ancien combattant. Nous allons justement suivre ce reportage qui parle d'Ancien combattant. C'est Zao lui-même qui explique un peu cette chanson Ancien combattant. L'ancien combattant est venu en moi avec les 14-15, 14-18 et 45. La guerre de l'Angola, ça nous a toujours inspiré. Parce que ces gars-là ont fait 30 ans de guerre. Et les images nous parvenaient. Il fallait donc chanter des chansons engagées. Donc, qui dit engagé? Quand il y a une guerre qui se présente devant toi, tu t'investis. Tu dis que je dois écrire une chanson pour faire taire ces armes-là, parce que c'est un peuple meurtri, c'est un peuple qui souffre. Moi, les militaires, moi pas besoin de l'eau, soutenez-moi nourrir. Ça m'a donné la gloire, surtout la gloire. Parce qu'en Afrique, on ne parle pas de l'argent. On ne parle pas d'argent, c'est pas gagner l'argent, non, c'est pas vrai. Mais la gloire, oui. Parce que la notoriété, oui. Parce que ça m'a ouvert vraiment le chemin. Le chemin de me faire la musique, de partager avec le monde, de voyager par-ci, par-là et de faire le tour du monde. Parce que j'avais compris que les gens sont conscients. Ils sont vraiment conscients que la guerre, c'est pas bon. Et la guerre a existé partout. Au départ, tout était pour moi, tout était en rose. Je tournais, je faisais 1 heure de spectacle. Je sautais, je gambadais, je dansais comme je voulais. Mais là, je commence à payer. Il y a maintenant le bas, parce qu'il y a l'AVC qui m'a surpris. Hein? C'est pas parce que je suis malade et puis je laisse tomber. Et je donne la chance à la maladie, hein? De m'envahir, de me terrasser. Non, 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 non. Donc, et je lutte, je suis là vraiment. Je me dis que le bon Dieu me prête encore vie. J'ai des choses encore à dire. Ton pays, Bombay. L'URSS, Bombay. L'Ukraine, Bombay. La Russie, Bombay. L'Israël, Bombay. La Palestine, Bombay. Et tout le monde est Bombay. Et moi-même, bombardé. Ma pas. À ce combattant, on est tout qui. Voilà, Ancien combattant avec Zao, comme je vous l'ai dit tantôt. On a voulu parler aujourd'hui des 40 ans d'Ancien combattant, mais aussi parler de Zao un peu souffrant, victime d'AVC. D'ailleurs, il a mis en place une fondation pour défendre la cause des personnes atteintes d'AVC. Cette fondation organise des sensibilisations en permanence jusque-là au Congo, parce que ce n'est pas facile de le faire ailleurs, mais au Congo, République de Congo, Brazzaville, comme on dit, la République du Congo. Il fait des sensibilisations et il va même vers un toutes mes excuses, vers un concert caritatif pour récolter des fonds justement pour les personnes victimes d'AVC. Il a
eu l'AVC en 2022. Quand on suivait les télévisions congolaises, justement, on voyait le ministère de la Culture qui l'appuyait. Il appuyait Zao, mais aussi d'autres jeunes appuyaient Zao. Il disait à cette occasion, je préfère un hommage costume à un hommage posthume, pour dire éviter de faire des gestes après ma disparition. En tout cas, le Congo ne l'a pas oublié, l'Afrique ne l'a pas oublié. Donc le 24 janvier, à l'Institut français de Brazzaville, Zao va donner un concert justement caritatif pour récolter des fonds pour les personnes victimes d'AVC à travers sa fondation. Le centre culturel Zola lui avait rendu hommage. Comment le centre culturel Zola avait réuni des jeunes qui interprétaient des chansons de Zao sur scène avec un orchestre. Il était sur place, il était ému aux larmes. Zao était tellement content. Là aussi, la scène reggae congolaise va appuyer Zao, puisque Dja Chano, reggaeman congolais, avec qui nous échangeons depuis quelques années, a tenu avec ses amis à accompagner Zao justement pour ce concert du 24 janvier pour récolter des fonds. C'était le prétexte justement pour parler des 40 ans d'anciens combattants de Zao, qui a eu, comme je vous l'ai dit, aussi une carrière cinématographique grâce à Sembène Ousmane. Voilà, aujourd'hui, dans Archives donc Laura, on a parlé de Zao et d'anciens combattants. Je vais maintenant devoir retourner ou retrouver Yolande Ndiaye plutôt dans le studio Ahmadouba pour plus près de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Alioune, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique archive. Et on va d'ailleurs poursuivre. Quand même, l'important, l'engagement des anciens combattants lors des deux guerres mondiales. Parce qu'au-delà de ce simple fait de s'engager, il était question également pour l'homme noir de se valoriser sur les différents champs de bataille d'Europe. Parce qu'on était perçu comme étant, malheureusement, chez certains colonisateurs, des sous-hommes. Quand les anciens combattants sont allés en Europe, quand ils sont battus aux côtés de leurs frères d'armes blancs, là, ils se sont rendus compte qu'ils ont affaire à de vrais guerriers, à des gens dignes, nobles. Et je pense que cela quand même a servi de déclic. Et à leur retour au pays, beaucoup de ces anciens combattants-là ont été des avant-gardistes dans les différentes luttes qui ont été menées sur le continent pour l'émancipation du peuple noir. Parce qu'enfin, l'Africain s'est décomplexé. Parce que vous êtes ancien combattant, vous êtes à côté d'un frère d'armes toubab qui pleure. Voilà, ça veut dire quelque chose. Et donc je pense que ça a servi à quelque chose. Il ne faut pas penser qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont servi de chair à canon sur les différents champs de bataille en Europe. Au contraire, cela a été quelque chose quand même pour un peu l'avancée, un peu de la cause donc, du peuple noir. Et si on a pu connaître quand même une certaine estime de la considération, enfin de la... c'est grâce à leur engagement. Ils y ont beaucoup contribué. Je pense qu'il n'est jamais tard pour leur rendre hommage. C'est ce que la France a d'ailleurs compris, mais malheureusement un peu tardivement, trop tardivement même d'ailleurs, parce que beaucoup de ces anciens combattants-là sont morts sans voir leurs droits reconnus par la métropole, par la France. On ne peut plus parler de métropole, l'époque de la colonisation est passée. Par la France, je pense que c'est une injustice flagrante que la France essaie même de corriger. En perspective, par exemple, des prochains Jeux Olympiques, l'un des porteurs de la flamme olympique serait un ancien combattant originaire du Sénégal. Comme quoi, également, ils en ont dans leur conscience. Mais bon, de toute façon, ça, l'histoire, les historiens se chargeront toujours de le rappeler cela. Mais nous, Africains, on est toujours fiers de nous réclamer, donc héritiers de ces braves tirailleurs. De ces braves tirailleurs, effectivement. Et c'est en cela, d'ailleurs, que cette chanson de Zao et que la musique de l'artiste Zao, d'ailleurs, de manière générale, est si engagée. Monsieur Diouf, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, absolument. Zao, je l'ai connu personnellement. C'est mon oncle Noah Sané à Djepel. D'accord. Qui est le jeune frère de l'ex-directeur de la radio, Ibrahima Sané. Voilà, qui a même joué dans le film Kancharoy, n'est-ce pas, avec Zao, avec Sigiri Bakaba, l'Ivoirien. Et je suis très content, comme il n'y a pas de hasard, je remercie Dieu, d'en témoigner aujourd'hui sur ce plateau, RTS1. Ça me rappelle aussi un jour où Abdoulaye Wade était présent, où il était parti en France. Il y avait une rencontre de chefs d'État où il a parlé que ce sont les anciens combattants qui ont libéré Toulon, qui ont libéré Marseille, que les Français devraient reprendre les manuels scolaires là. Apprendre à les enfants que ce sont les Sénégalais là, les tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas, qui ont libéré la France. Parce que
Parce qu'on a l'impression que les Français, ils ont oublié cela, que les enfants, les jeunes ne savent pas. Parce qu'on nous ignore, on nous maltraite, etc. etc. Donc s'ils savaient, peut-être ils n'allaient pas se comporter comme ce qu'ils font aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Dans les programmes scolaires, c'est vrai qu'il y a Voilà. certains pans de l'histoire qui ne sont pas du tout, évoqués comme celui-ci. On va passer à la deuxième partie de la rubrique invité avec notre deuxième invité. Donc on continue avec vous, Monsieur Diouf, et je laisse la parole donc à Alioune Badara pour lancer le sujet. Ok, donc on va tordre un peu le bras au protocole. On enchaîne par la partie invitée. Voilà, la partie info attendra un peu. Donc c'est un plaisir de recevoir ici M. Cheikh Tidiane Diouf, un homme très engagé, un militant du panafricanisme qui fait preuve de pas mal d'esprit, d'initiative. Surtout dans le domaine sportif, où il essaie de fédérer les peuples qui résident actuellement au Sénégal pour que l'intégration africaine soit une parfaite réussite, parce que comme c'est un vœu largement partagé sur le continent africain, et à votre façon, donc vous essayez de contribuer véritablement donc à la réussite de cette vision des pères fondateurs qui ont été à la base de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui, l'Unité africaine. Alors, par rapport à ce tournoi, comment vous avez pu, ici à Dakar, fédérer ces différents ressortissants africains établis dans notre pays, le Sénégal, une terre africaine, comment ils ont accueilli cela, nos frères africains établis dans notre pays, pour que ce tournoi-là soit une réussite? Voilà. Merci beaucoup, Alioune Badara. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la communauté congolaise, parce qu'il y a deux de ses compatriotes qui ont perdu la vie lors de l'effondrement de l'immeuble. J'ai reçu un communiqué de l'ambassade du Congo qui m'a été transmis par le biais de leur président, M. Emmanuel Ngakoso. Paix à leur âme. Voilà. Donc, parlant du tournoi, ça a été très bien accueilli, parce que pour une première fois, les gens m'ont proposé d'aller sur le terrain synthétique et autres. J'ai dit non. Nous, on recherche l'originalité. Les stades Manela, ils ont joué à pied, n'est-ce pas? Donc, nous, on va jouer sur le sable, le terrain Yego, de Liberté 5, où habite même l'international sénégalais, Loumdiaye. C'était là-bas, il a joué, il a fait ses preuves, il nous a valu une Coupe d'Afrique. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, pour la première fois, nous, on va jouer au terrain Yego de Liberté 5. Donc, ça s'est très bien passé. On a fait des prospections, n'est-ce pas? On a réuni les différents, chefs de communauté, qui ont adhéré, qui ont envoyé leurs frères, soit des étudiants, etc., pour venir participer. En premier temps, on l'a fait sans prime. Parce que, comme disait le baron, Pierre de Coubertin, ça c'est de participer. L'essentiel. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, nous, pour la première fois, parce que les gens ne comprenaient pas, ils disent, mais la finale, là, on a joué, on ne nous a rien donné. Je dis non, parce que vous n'étiez pas venu à la réunion. On avait dit qu'il n'y a pas d'argent du tout. On vient d'abord avec le cœur. Parce que l'intégration, c'est le cœur. Voilà. Mais après, il y aura les choses normales, se feront. Bon, c'est ainsi, ça a été très bien accueilli. Les gens ont réagi beaucoup sur la toile. Voilà. Et attendent beaucoup encore pour les prochaines encore. Ok. Voilà. Alors, au-delà de cela également, vous investissez beaucoup pour un retour définitif de la paix en Casamance. Mais non, avant de parler de ce chapitre-là concernant la Casamance, parlons aussi de ce que vous avez à faire comme action lors de votre dernier séjour. Votre séjour en Côte d'Ivoire également, au moment même de la crise ivoirienne, je pense que vous y étiez. Alors, sur place, quelles sont les actions-là que vous avez pu mener pour un peu, d'une certaine façon, participer au retour de la paix dans ce pays également, frère? Merci beaucoup, Alioune Badara. Oui. J'ai vécu la guerre comme tous les Ivoiriens. J'étais meurtri, parce que ce n'est pas facile de voir. On a des amis du côté de Gbagbo, des amis du côté de Ouattara, des amis du côté de Bédié, des amis du côté de Guéhi. Parce que c'est des Ivoiriens. Bien sûr. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup meurtri. Donc, Dieu merci. La guerre est terminée. Mais après, maintenant, on a pensé à la reconstruction du pays. Maintenant, ça commence par le cœur, n'est-ce pas?
Donc j'ai participé à la cellule dialogue, réconciliation, avec, comment dirais-je, le COSIM, qui avait organisé une grande rencontre sous l'ère de l'imam Aboubakar Fofana, feu Aboubakar Fofana. Donc après les travaux, on a tiré des leçons, maintenant qu'on a transmis à feu Konan Bani, qui était chargé de la réconciliation. C'était au palais des sports, au palais de la culture de Treichville. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup participé, on a beaucoup sensibilisé nos frères, surtout sénégalais, n'est-ce pas, à la retenue. Voilà, à la retenue. Donc, c'est des gens très, très, très braves. On les appelle là-bas les Gorgui. Voilà, c'est des gens très, très, très braves. Voilà, c'est ça. Gorgui en Côte d'Ivoire, Nanga en Afrique centrale. Ah bon? Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de Nanga défunts dans nos salam alek, quoi, à n'en plus finir. Ok, et de retour au pays, vous vous investissez aussi pour le retour définitif de la paix en Casamance. On peut dire quand même que vos actions ont brutalement donné des résultats probants aussi. On peut le dire d'une certaine façon. La paix, elle est de retour en Casamance. Absolument. Et ça, quand même, c'est un sentiment d'accomplissement qui vous anime, j'imagine bien. Absolument. Parce que comme moi aussi, je parle beaucoup sur les réseaux. Voilà, je parle beaucoup. C'est pas facile du tout. Je parle avec mes parents, je parle avec tout le monde. Parce que le Sénégal, c'est pour nous tous. Bon, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un retour vers la paix, progressivement. Mais... voilà, ça m'a valu même, comment dirais, ce livre-là. Ce livre blanc. Ce livre blanc qui m'a été donné. Ce livre blanc qui a été donné même au président de la République, Macky Sall. Pour vos actions en Casamance, félicitations. Voilà, c'est ça. Pour la paix durable en Casamance. Donc, voilà, je me suis dit que, ayant fait tout cela en Côte d'Ivoire, mais pourquoi pas dans mon propre pays, il faut parler, parce que moi, je me dis qu'il n'y a pas de bonne guerre, il n'y a pas de mauvaise paix. Donc, comment dirais-je, les pères de l'indépendance ont réussi l'intégration des États. Mais pourquoi pas nous, celle des peuples? Nous appartient, nous, Africains, nous, acteurs, d'apporter notre partition pour que l'Afrique soit unie, surtout, et prospère. Pour cela, on doit éliminer les frontières. On doit faciliter la libre circulation des hommes et des biens. Et puis surtout filtrer les informations, surtout. Effectivement. Qui pourrait un peu... Effectivement. Voilà. Parce que quand on a dit qu'il y a un Ivoirien que les Sénégalais auraient tué ici, alors que c'est pas bien. C'est une fake news. C'est pas bien. Parce que ça c'est mettre... C'est incendier la toile. C'est très dangereux. Moi, je connais les Ivoiriens, c'est des gens paisibles. Comme les Congolais, c'est des gens paisibles. Les Camerounais, c'est des gens festifs. Donc, c'est des gens bien. Il faut toujours savoir parler. Robert Gueye disait, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Feu Robert Gueye qui le disait. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour ce rappel extrêmement important. Donc, ça rejoint un peu la première partie de l'invité, donc de la partie invitée qui était consacrée un peu à l'avènement des réseaux sociaux. On en reparlera avant la fin de cette émission. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Diouf. Et puis également, vous reviendrez avec nous sur vos prochains défis, toujours dans le sens un peu de raffermir davantage les liens entre différents peuples d'Afrique. Merci beaucoup. C'est ça, on va en profiter de nos dernières minutes ensemble pour repasser la parole à notre première invitée. Quelles sont vos dernières recommandations pour un meilleur traitement de l'information à travers les réseaux sociaux? Je pense que vous en aviez parlé tout à l'heure. C'est une question de formation dans les instituts de formation, dans les rédactions. Il faut des mises à jour constamment. Il faut déjà que dans les instituts de formation, qu'on arrive à intégrer cette dimension juridique, culturelle, intellectuelle de tout ce qui se passe autour des réseaux sociaux. Il faut qu'on passe beaucoup plus de temps sur comment vérifier une information, comment traiter une information, qu'est-ce qu'on appelle nos sources, comment on différencie. Parce que si on consulte 3 sources du même système, il n'y a pas de recoupage, on n'a rien recoupé. Parce que c'est 3 sources du même système. Comment aujourd'hui apprendre à sortir des systèmes? Comment apprendre à douter de tout, même des réseaux sociaux? Comment apprendre à aller vers les algorithmes et à comprendre comment ça fonctionne? Comment apprendre aujourd'hui, en tant que journaliste, à aller vers les universitaires?
qui font beaucoup de recherches. Nous n'avons pas ce temps-là, nous n'avons pas ce budget-là. Ils ont le temps, ils ont le budget. Il faut que nous nous rapprochions d'eux. Donc, il y a une question de formation. Il y a aussi une question de budget. Un journaliste qui ne peut pas faire de recherche est à la merci de la première information qui lui tombe sur la tête. Dessus, c'est ça. Un journaliste qui n'a pas le temps de suivre l'actualité, là nous parlons d'élections, un journaliste qui n'a pas suivi les élections au Sénégal pendant les 20 dernières années a quelques petits problèmes et est à la merci des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont rapides, ils sont brefs et ils touchent beaucoup de monde. Tout le monde est capable de créer une information. C'est à nous maintenant, les traditionnalistes, c'est à nous maintenant de revoir comment nous nous comportons pour traiter une information et nous rendre compte que l'information est un outil qui est très dangereux. C'est ça. C'est un outil qui peut embraser des choses, c'est un outil qui peut faire beaucoup de mal. Donc, pour traiter l'information, il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux, il faut juste se mettre dans les réseaux sociaux, apprendre ce que c'est et vraiment capitaliser sur sur la formation et deux, sur les équipements que nous avons dans nos rédactions. Parce que si nos journalistes n'ont pas la possibilité d'aller fouiller un peu, on reste à la merci de ces réseaux sociaux-là. Merci, Monsieur Koubaka. Merci pour votre expertise. Monsieur Diouf, un dernier mot peut-être à nous partager sur le tournoi que vous organisez? Oui, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier. Voilà, je voudrais aussi demander aux autorités de nous accompagner, de nous aider, parce que nous, Africains, nous voulons nous connaître. Nous ne voulons pas rester dans des frontières prisons. Voilà, ouvrez les frontières, comme disait Tikendia. Voilà, nous voulons nous connaître, parce qu'on a vu que, vraiment, ce sont des frères. On a vu que ce sont des sœurs. Voilà, parce que sans collaboration, sans union, il n'y aura pas de développement. Voilà, les Européens l'ont compris, d'où l'Union européenne. Et pourquoi pas l'Union africaine? Voilà, donc ça commence par les petites entités, voilà, et plus tard devenues Union africaine. Voilà. Donc je demande les autorités de nous aider pour que les futurs tournois soient meilleurs. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Koubaka. Ce fut un plaisir, comme toujours, voilà, de discuter avec vous sur des sujets assez d'une brûlante actualité. Aujourd'hui, la question des réseaux sociaux interpelle tous les États africains parce que peut-être que certains ne sont pas bien préparés pour y faire face, mais également nous, journalistes, sommes-nous menacés? Je ne pense pas. Je crois qu'il faut juste savoir s'adapter et bien s'adapter pour que chacun puisse également remplir sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Et merci également à vous, Monsieur Diouf, et bonne continuation. Merci beaucoup. Le grand panafricaniste. Aujourd'hui, vous êtes dans les habits d'un chef Yoruba. Voilà, c'est ça. Il y a des fois, la plupart, je me mets en tenue d'ozo, là. D'ozo, voilà. Les fameux combattants traditionnels, voilà. Et c'est vrai que le pain, c'est un symbole de l'unité africaine. Vous avez raison. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos deux invités. Merci au coach Tandakha et à son équipe, le coach Do. On souhaite bon rétablissement donc au coach Bou. Merci à Lune Badara. Merci à Sarah et à Anta aussi pour la capsule Cannes. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin et on vous retrouve. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left.